Oui, on est content de vous savoir présent donc pour le rendez-vous du Grand Talk ce soir sur le plateau. Je suis en compagnie de Monsieur Élisée Boloubé. Bonsoir. Bonsoir Brice. Madame Edith Roubleu, vous êtes avec nous ce soir. Comment allez-vous? Très bien. Monsieur Daouda Koulibaly. Je vais très bien, monsieur Brice, c'est chaud. Ça va bien. Sarah, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir Brice, très bien, merci beaucoup. Merci, vous êtes tous les quatre présents pour donc le rendez-vous. On espère que vous êtes très nombreux comme tous les soirs. Regardez le rendez-vous. Bienvenue à ceux qui nous prennent en marche. Si vous êtes là depuis le début, eh bien merci de rester fidèles au programme de Live TV. On va tout de suite aborder notre info du jour. Et bien, elle concerne donc le report, sinon la Côte d'Ivoire qui renonce donc à l'organisation de l'interafricaine, la foire intra-africaine, voilà, intra-africaine, la foire commerciale intra-africaine. Les raisons, on entendait le ministre ivoirien du commerce, de l'industrie, M. Souleymane Girasouba, évoquer le coût prohibitif et aussi l'intransigeance d'Afreximbank. Daouda. Oui, effectivement, je pense que c'était le mardi lors de leur réunion extraordinaire. La Côte d'Ivoire, comme tu le disais, a désisté, a finalement dit à Afreximbank qu'il ne pouvait plus organiser ça, accueillir ça chez nous du 21 au 27 novembre, une fois qu'ils rassemblent tous les grands entrepreneurs, les grandes entreprises externes. Et ils estiment que au départ, le coût est de 5 milliards. C'est ce qu'ils avaient prévu finalement. De 5, on est parti pratiquement à 15 milliards. Et c'était, comment on appelle ça, la zone franche qui est au niveau de l'aéroport, le dôme qui a été inauguré, le parc de services qui devait accueillir les gens. Et il devait avoir en fait un autre espace pour accueillir les gens. Et cet espace-là, l'organisateur Afreximbank estime qu'il faut construire des stands pour les gens, mais les matériaux qui doivent servir à la construction de ce stand-là doivent venir de l'étranger. Bon, tout ça, des choses qui occasionnent des coûts, selon le gouvernement ivoirien, notamment le ministre du Commerce, qui estime que c'est un peu trop pour la Côte d'Ivoire. Donc en gros, c'est ça les faits. Vous rajoutez quelque chose? Bon, je trouve déjà pour la Côte d'Ivoire que c'est vraiment dommage de rater l'occasion d'accueillir un événement d'une telle envergure. C'est les conséquences justement. Oui, les conséquences, bien sûr. Non, je pense qu'il a tout dit parce qu'il a parlé des raisons, les coûts exorbitants qui ont été évoqués par le ministre du Commerce et le fait que Afreximbank, donc qui est l'organisateur de cet événement, demandait, en tout cas exigeait dans l'organisation de pouvoir avoir une surface supplémentaire d'exposition. Bon, après, c'est leur métier. Ils savent ce qui est nécessaire pour pouvoir accueillir, parce que l'événement devait accueillir près de 15 000 personnes. 20 000 même. Près de 20 000 personnes. Donc, ils connaissent leur métier. Ils ont des agences de communication qui travaillent également avec eux depuis plusieurs éditions, parce qu'il y a eu également le Caire, il y a eu également l'Afrique du Sud qui a accueilli l'IATF. Donc, ce sont des prestataires, mais derrière, il y a le fait qu'il y ait également l'Union africaine, parce qu'on parle également de libre circulation des personnes et des biens. Et toutes ces entités-là, que ce soit Afreximbank, que ce soit l'Union africaine, étaient impliquées dans l'organisation de cet événement qui se préparait depuis plusieurs mois après l'édition réussie du CANEX qu'on a accueilli en Côte d'Ivoire en octobre 2022 et on va dire, qui a annoncé en tout cas la tenue de cet événement. Donc je trouve que c'est vraiment dommage que finalement cet événement qui allait d'une certaine manière inaugurer le parc des expositions avec la venue d'énormément de personnes venant de plus de 60 pays. Je trouve que c'est dommage pour la Côte d'Ivoire de rater cette occasion pour des histoires de coûts. Moi, je comprends très bien ce que vous dites, mais en fait, je veux dire, quand vous parlez ils ont leurs organisateurs, ils ont leurs agences et autres, mais en même temps, la Côte d'Ivoire aussi a des agences de communication. Il y a par exemple Alligator, il y a par exemple Vodou, il y a plein de... Mais pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas ces marchés-là à des entreprises au niveau local? Faut-il forcément le donner aux gens des Afreximbank? Non, moi j'estime qu'il y a de l'expertise, il y a de l'expérience ici. Si eux ils estiment qu'ils ne peuvent pas organisé parce qu'on doit donner ça à des gens ici, j'estime que c'est un faux procès. Je pars du principe tout simplement qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas augmenter les coûts en cours de route. On a le droit. On ne peut pas quitter les 5 milliards. On a vu des ouvrages ici dont les coûts ont augmenté en cours de route. Et actuellement même. Donc, oui, mais bon, c'est pas ça le problème. Je pense qu'il y a autre chose, mais ce n'est pas ça le problème. Je comprends, mais je dis pour la route... Mais on a compris vos points de vue. Élisée et Sarah, je vous entends sur la question, s'il vous plaît. Ben, je vais donner l'opportunité à Sarah de se prononcer. Merci, c'est gentil. Moi, ce que je retiens vraiment, c'est une opportunité
À son on corps manque- défendant, vous pensez que la Côte d'Ivoire, à son corps défendant, Ouais. rate une opportunité? Mais une très grande opportunité, parce que là, on est en train de parler quand même, le thème, c'est de promouvoir le commerce, le flux des investissements entre la Côte d'Ivoire et le continent africain, notamment dans le cadre de cette zone de libre-échange continentale africaine qui est rentrée en vigueur maintenant de manière effective depuis 2021. Je trouve ça vraiment dommageable qu'on ne puisse pas organiser cette réunion, cette rencontre qui aurait pu... là, on aurait touché quand même un marché de plus de 1,5 milliard. On parle de flux d'investissement à travers tout le continent. 1,5 milliard de dollars, il faut préciser. De dollars, exactement. Merci pour la précision, c'est important. Donc, quelles que soient, si vous voulez, les raisons, si elles sont apparemment budgétaires, je trouve ça quand même très dommage qu'on... Je rebondis sur la dernière phrase Ouais. pour Élisée. Est-ce que vous pensez que ces raisons ne sont que budgétaires? Le gap, il dit Moi, je milliards. pense qu'il y a Vous autre pensez qu'on chose, peut, la Côte d'Ivoire pouvait trouver, parce que quand on parle d'intransigeance, à un moment donné, on était dans un bras de fer, la Côte d'Ivoire a tapé du poing sur la table. Vous pensez? Exactement. Bon, C'est pas que la question de budget? Non. Ben, je pense déjà qu'on va s'en tenir déjà à la raison que les autorités ivoiriennes ont donnée, que Daouda a bien évoqué, c'est-à-dire le surcoût finalement qui devait être pris en compte et qui, selon les autorités ivoiriennes, n'entrait pas vraiment dans le budget qui avait été défini. On prend ça comme vraiment la raison, pas besoin de chercher une autre raison ailleurs. Une chose est certaine, c'est le droit de la Côte d'Ivoire d'estimer à un moment précis, qu'à un moment donné, qu'il estime que ce coût-là est assez exorbitant et donc de renoncer. Mais une chose est certaine pour moi, c'est que d'une manière ou d'une autre, je pense que l'image de la Côte d'Ivoire va prendre un coup en renonçant à l'organisation de l'IATF. On se rappelle déjà au sorti de la deuxième édition à Durban en Afrique du Sud, quand on a même annoncé que c'est la Côte d'Ivoire qui organisait la troisième édition, nous on a suivi un peu dans la presse, dans les médias, même comme elle expliquait le CANEX, l'engouement qui était tout autour, les éloges qui ont été faits au niveau de la Côte d'Ivoire. Certains même avaient déjà estimé que c'était vraiment une opportunité, c'était une preuve que la Côte d'Ivoire était revenue sur l'échiquier international. Oui. C'est vrai qu'on a organisé d'autres grands événements, on a vu le sommet Europe Afrique qui a été fait ici, il y a eu plusieurs sommets qui ont été organisés, mais ça encore, c'était un élément supplémentaire qui venait. Donc aujourd'hui, décider de ne plus l'organiser, alors qu'on a déjà, je peux dire, mis un peu le pied dans le plat, en organisant déjà le CANEX, en abritant déjà le CANEX en octobre et autres, forcément, l'image de la Côte d'Ivoire prendra un coup dessus. Mais comme je le dis, c'est le droit des autorités ivoiriennes d'estimer à un moment donné qu'ils ont d'autres priorités qui ne leur permettent pas de pouvoir engager autant d'argent dans l'organisation d'une telle manifestation. J'ai une question, Élisée, je finis dessus. J'ai fini 15 secondes. Voilà, moi j'ai eu le privilège de faire partie du pool des journalistes à la première édition de l'IATF au Caire en décembre 2018. J'ai vu un peu ce que c'était que l'IATF. J'ai vu un peu cette foire intra-africaine-là, j'ai vu tout l'engouement qui était autour. Ce n'était que la première édition. Alors qu'à la deuxième édition, il y a eu beaucoup plus de monde. On voit que la foire monte en puissance et les retombées économiques deviennent de plus en plus importantes. Donc je me dis que c'était une bonne opportunité pour la Côte d'Ivoire vraiment de l'organiser. Maintenant, comme je le dis, nous, c'est ce que nous on dit. Mais les autorités ivoiriennes, elles ont le portefeuille, elles ont le porte-monnaie. Elles se disent qu'à cet instant précis-là, ces coûts-là sont vraiment exorbitants. Peut-être qu'elles ont d'autres priorités qui ne leur permettent pas d'aller dans ce sens. J'avais dit 15 secondes. Oui. Merci. Oui, donc du coup, pour vous, le coût du budget ne vaut pas, si vous voulez, le retour sur investissement d'un tel événement? Parce que c'est ça, du coup, la question. Non, le problème, on va peut-être faire un peu d'économie. Moi, je peux vouloir organiser une activité dont le retour sur investissement peut-être sera le double même, peut-être même 10 fois plus que ce que j'ai investi. Mais il faut que j'ai cet argent en cet instant précis-là pour injecter. Si j'estime en ce moment précis-là que ce qu'on me demande, je ne peux pas l'avoir pour l'injecter. Même à ma bonne volonté, avec la bonne foi, de voir ce retour sur investissement. Mais si je n'ai pas ces moyens, ou bien si j'estime qu'en ce moment précis, il y a une urgence qui ne me permet pas d'honorer cet engagement, je n'ai pas le choix. Mais à partir du moment où on a dit oui, on a estimé qu'on pouvait, enfin je ne sais pas, après... Non, on a dit qu'on pouvait sur la base de 5 milliards. Après, on est passé à 15 milliards. On se dit, ça peut être plus difficile. On n'a pas plus de 5 milliards pour organiser l'IATF. Et je vais m'en tenir aux coûts prohibitifs qui a été annoncé également, aux exigences des standards internationaux également qui ont été évoqués par le ministre. Je ne veux pas dire qu'un événement de ce type, on n'est pas capable de l'organiser. On peut l'organiser, on a des agences de communication qui sont capables de le faire et de le faire à une envergure internationale. Mais on parle d'un événement continental. On parle d'une foire qui a pour objectif de faire la promotion de la circulation, la libre circulation des biens des personnes. On a déjà eu un avant-goût pendant le CANEX et l'IATF devait être peut-être 5 ou 6 fois plus que ce qu'on a vu pendant le CANEX. Et derrière tout ça, on parlait d'un salon de l'automobile qui allait se tenir,
donc qui allait accueillir énormément de constructeurs automobiles, que ce soit ailleurs et même en Afrique. On allait également accueillir un événement qui allait générer en termes de business, parce que l'année passée, pendant le Canex, on a eu près de 420 millions de dollars qui ont été générés pour les acteurs de l'industrie culturelle, par exemple. Ok. Donc c'est beaucoup de bénéfices business qui allaient surtout apporter à tous ces entrepreneurs. Et Voilà. on a eu le président de la Confédération des PME qui également a fait un passage dans un média pour dire qu'il était vraiment déçu d'apprendre que cet événement ne se Très bien. tiendra pas, alors qu'il y avait des promesses en fait qui avaient Vous été allez faites. trouver peut-être la question vicieuse, mais je vais vous poser la question. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire, au-delà des questions qu'on évoquait, les questions de budget et tout ça, rien que pour le Dôme, est-ce que vous pensez qu'on était en mesure de pouvoir organiser cette fois-là au niveau de la... Oui, le Dôme, il sera Non, livré quoi, du Vous Dôme l'avez vu avant Ouais, du Dôme. le Vous l'avez troisième vu trimestre Oui. de 2000. Non, mais moi je pense pas que le il sera problème. déjà livré. c'est Voilà, pas je le ne pense pas que problème. le problème soit lié Il est au presque parc au des niveau du expositions. Dôme, hein, Parce que plus. le parc des expositions est censé abriter, même avant même l'IATF, est censé abriter le SARA. Le SARA démarre du 29 septembre au 2 octobre. Donc ça veut dire déjà, les dispositions sont prises pour que le parc des expositions soit prêt à cette date-là. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment ça le Pas le problème. problème. Non, mais Moi, justement, ce si j'en parle un tout petit peu, c'est parce qu'on a évoqué tout à l'heure la question de l'extension ou des matériaux. C'est peut-être parce que les gens, les Non, mais experts le qui sont vrai- arrivés ont estimé peut-être que le vrai ce qui se trouvait problème- là, ce qui se trouvait là n'était pas forcément ce qui convenait à l'organisation qu'il Non, mais Brice, si on veut s'en tenir aux notes officielles, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il ne faut pas qu'on spécule sur la base de rien, mais sur les notes officielles, je me rappelle très bien que quand à la suite du Rassurez-vous, les notes officielles, ce n'est pas tout ce qui est vrai. En général. Exactement. Bon, peut-être pas, mais nous, on a le devoir quand même de nous appuyer sur des documents qui sont officiels. Et donc, sur la base des notes officielles qu'on a lues à l'issue du CADEX, il y a eu une visite qui a été organisée à l'endroit de l'ensemble des participants qui étaient venus lors du CADEX. Et à entendre ce qui a été dit de la part des responsables même de l'IATF, en l'occurrence Bénédicte Ourouma, qui est le président de l'Afrexim Bank, et puis même les autres, ils ont dit que vraiment ils étaient impressionnés parce qu'ils ont vu et qu'ils pensent que, ils étaient même très contents, ils disent que vraiment ils savent qu'ils auront l'une des meilleures organisations de l'IATF après les 3 éditions. Donc je me dis que ce n'est pas trop ça le problème. Mais pour finir vraiment sur la question, la renonciation de la Côte d'Ivoire me pose un véritable problème aujourd'hui. Le problème de savoir quel était le cahier de charges qui avait été mis à la disposition des autorités ivoiriennes. Parce que je pense que pour un tel événement, il y a un cahier des charges, c'est typiquement comme la Cannes. Tu veux organiser un événement d'une telle envergure, il y a un cahier des charges. Quel est le cahier des charges qui avait été mis à la disposition des autorités ivoiriennes? Pourquoi aujourd'hui, on se retrouve à estimer que non, la facture est largement montée et c'est plus ce qu'on avait dit, il y a un problème. Peut-être que là, ça pose aussi la nécessité de la transparence dans ce genre de situation. C'est vrai que c'est des États qui échangent et des entités qui échangent entre elles, mais il est bon que ça soit porté à la connaissance du public pour qu'à ce moment, quand on est devant des situations pareilles, on ait vraiment les éléments et les arguments qu'il faut pour expliquer. Mais je pense que même la Côte d'Ivoire dit dommage qu'on n'ait pas pu l'organiser. Donc je crois que si on est sûr d'une chose, Ouais, ça, c'est c'est clair, qu'on quoi. regrette Surtout tout ce que la Côte surtout d'Ivoire que n'ait pas pu Le président de la République organiser. était, Voilà, c'est clair. était vraiment au devant de cette initiative. Il s'attendait, en tout cas, comme il avait dit dans son discours à la Nation le 31 décembre, pour lui, l'IATF était une réelle opportunité pour les acteurs locaux et les PME. Oui. Très bien, et comme je disais, on est tous Voilà. dommages, on est tous en train de dire que c'est dommage. C'est ça. Voilà, on aurait souhaité abriter cette manifestation. Mais à l'impossible, nul n'est tenu, dit-on. Je serais On très espère que ce heureux. n'est que partie remise. On espère que ce n'est que partie remise. Très bien, je serais très heureux de recevoir donc sur le plateau, juste après une courte pause, M. Bruno Fuchs, il est secrétaire général parlementaire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Avec lui, on parlera de l'institution et on parlera de la francophonie. Courte pause et à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk et notre invité, c'est Bruno Fuchs, secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Bonsoir, M. Fuchs, comment allez-vous? Bonsoir, Brice Hano, très bien. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être sur notre plateau. On va présenter un tout petit peu l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Qu'est-ce que c'est? Un peu de pédagogie pour nos téléspectateurs. C'est moi qui dis. C'est parti. Alors, je raconte, c'est ça? Oui. Bon, alors, c'est une assemblée qui est la constitution de toutes les assemblées des pays de la francophonie. Chaque assemblée de la Côte d'Ivoire envoie une délégation dans cette assemblée parlementaire. Donc vous avez donc des élus, des parlementaires de tous les pays de la francophonie. Et la particularité de ces élus, c'est qu'ils ont un mandat de leur peuple, de leur population. Donc quand vous avez un problème à résoudre, vous ne voyez pas le problème d'un point de vue des États, État à État. Vous voyez la question d'un point de vue des populations. Les populations, dans tous les pays du monde, elle veut travailler, elle veut manger, elle veut de la sécurité, elle veut être aimée, elle veut de la solidarité.
Voilà. Et donc, on a une approche des choses qui, normalement, est à peu près consensuelle. Après, chacun dans son pays. Mais ça change assez radicalement la façon de voir une problématique et de voir le monde et les responsabilités que l'on a. On parle de près de 320 millions de personnes Oui. donc, dans l'espace de la francophonie, en tout cas qui partagent la langue française. Et la Côte d'Ivoire abrite aujourd'hui la présidence de cette assemblée. Oui, tout à fait. C'était la réunion aujourd'hui et hier des présidents des assemblées nationales des pays d'Afrique. Et donc, il y avait 17 présidents présents et toutes les assemblées étaient représentées par un vice-président pour ceux qui n'avaient pas de président. Donc, c'était une réunion vraiment très, très, très importante à l'initiative du président Big Togo qui avait vraiment fait ce qu'il fallait pour que cette réunion se passe bien. Très bien. Je dis abrite, je dis porte. Sarah ? Oui. Une question, c'est ça? C'est ça, effectivement. Bon, je peux en avoir plusieurs. En plus, je suis la première, donc c'est pas facile. Bon, j'aimerais juste peut-être vous demander quelles sont peut-être vos initiatives, vos idées pour donner un peu plus envie à la jeunesse ivoirienne et ailleurs, d'ailleurs, de plus parler français, et de s'impliquer plus, même peut-être niveau culturellement, dans un contexte où, je dirais, où voilà, c'est un petit peu la présence française, notamment dans le Sahel, etc., peut poser parfois, amène à se poser des questions, etc. Et on est dans un climat un petit peu, bon, c'est pas le meilleur des climats, on va dire. Ouais. Donc voilà, quelles sont du coup, quelles sont vos stratégies, vos initiatives pour changer un petit peu la donne et L'émission est longue ou pas? On a un peu de temps, mais je vais essayer d'être un peu... La question que vous posez, elle est absolument centrale parce que la francophonie, elle n'est pas née de la France. La francophonie, elle est née de présidents africains et d'un président du Cambodge qui souhaitait créer cet espace francophone. Donc elle n'est pas née de la France. Et le fait que soit le même mot, effectivement, que la France, il y a quelques années, était la plus influente dans cette sphère, c'est moins le cas maintenant, ça crée une confusion. Donc vous avez raison. Il faut voir l'impact sur la francophonie que l'image de la France peut avoir dans un certain nombre de pays. Mais je vous disais, moi je suis élu et je parle avec mes amis maliens de la même façon que je parlais avant. Moi, je n'ai pas changé ma façon de parler avec mes amis maliens. Ce n'est pas parce que les États ne s'entendent pas que derrière, les populations n'ont pas envie de parler. Je suis élu à Mulhouse, dans ma circonscription. J'ai une très forte diaspora malienne. Et on a organisé la CAN de Mulhouse. C'est les Maliens qui ont gagné la dernière édition. Voilà, donc tout ça se passe très bien. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des États qui ne fonctionnent pas bien ensemble que les populations, elles doivent ne pas fonctionner ensemble. Ça, c'est la première chose. Et sur la jeunesse, vous avez absolument raison. Donc c'est né il y a bien longtemps. Et aujourd'hui, c'est vrai que la francophonie ne parle pas suffisamment à la jeunesse. C'est le vrai enjeu, le vrai défi que l'on a à relever dans les prochaines années. Moi, je suis élu depuis quelques semaines maintenant. C'est de parler à la jeunesse. Voilà, c'est le vrai sujet, peut-être de deux façons, pour ne pas être long. D'abord, la jeunesse, elle a envie quand même d'un modèle de société, envie de valeurs pour une partie de la jeunesse. Donc, c'est quoi les valeurs qu'on propose? Et donc, il faut faire évoluer le sens et la raison d'être de la francophonie. Aujourd'hui, ça parle plutôt aux personnes âgées, enfin plus âgées, aux populations plus âgées, et pas aux jeunes. Et la deuxième façon, il faut apporter et correspondre et répondre à leurs attentes. Les attentes, c'est de la formation, professionnels notamment, de l'emploi, voilà. Et puis parler le langage qui leur plaît. Mais voilà, je ne vais pas être long. Non, il n'y a pas de problème, j'ai bien compris. Alors tout à l'heure, vous évoquiez la façon dont les choses se passent. J'ai vu Élisée un tout petit peu foncer les sourcils, parce qu'on dit en tant que parlementaire, vous avez la possibilité d'influencer ou d'influer donc, sur les décisions des États. Mais dans ce que j'ai cru entendre, c'est, allez, les États peuvent ne pas s'entendre, mais nous, on se parle entre nous. Oui, mais bon, ça c'est l'état de fait. Mais une fois qu'on a dit ça, nous on a fait des missions, par exemple. On a fait des missions au Bénin, on a fait des missions au Cambodge, on a fait des missions plusieurs fois au Mali, etc. Donc on essaye d'influer sur la réalité. Moi, quand je vais faire une mission avec un parlementaire canadien, avec un Ivoirien et avec un Béninois, eh bien ça a beaucoup plus de poids que d'arriver avec une mission avec un parlementaire uniquement d'un seul pays. Parce que là, vous représentez un poids très fort qui est celui des pays de la francophonie. Justement, monsieur et derrière, on va voir les États, on va voir les ministres et on va influer pour essayer de faire bouger les choses. Parce que c'était ça ma question. Quelle est la vraie force aujourd'hui de cette Assemblée parlementaire? Oui. Si on se parle franchement, elle a potentiellement une force très grande et pratiquement, elle doit encore travailler pour avoir plus d'influence. Mais là, cette possibilité-là. Après, c'est des questions de moyens. Il faut avoir beaucoup de collaborateurs, il faut faire des missions partout, etc. Donc, on n'a pas assez de moyens pour être plus influent. Mais potentiellement, c'est un peu la Belle au bois dormant. Vous avez la volonté, mais vous n'avez pas suffisamment de moyens. Oui, et la question de départ était essentielle. Il faut faire évoluer la stratégie. Il
faut faire beaucoup plus de diplomatie parlementaire, il faut être sur les grands terrains d'opération, au Sahel, il faut y être. Là, cet après-midi, on a parlé pendant longtemps de la question de la RDC et du Rwanda. La RDC est le premier pays de la francophonie en termes de locuteurs, et le Rwanda. Voilà comment nous, on peut faire en sorte que la question de l'Est et du conflit dans l'Est de la RDC évolue grâce à l'action parlementaire. Mais on sait déjà que le Parlement a pour rôle, en tout cas, de contrôler l'action gouvernementale. C'est l'un des premiers rôles du Parlement. Et donc, il représente la population qui essaie de contrôler. Mais on se rend compte que dans plusieurs pays francophones, très souvent, les aspirations des populations ne sont pas prises en compte par les dirigeants. Et ça s'entend à travers des mouvements, à travers des actions, je dirais, très souvent de protestation. Vous qui avez cette responsabilité de représenter les populations, et donc ces populations qui ne sont pas très audibles, à regarder ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce qu'il ne s'agit pas juste de se réunir en association, mais comment on peut amener ces populations-là à voir leurs attentes se réaliser venant de vous, vous qui êtes parlementaire? Oui, mais c'est la question à laquelle aujourd'hui on est confronté. Cette question-là, moi je me la pose le matin. Eh bien, il faut lancer, je suis en train de réfléchir, un certain nombre de programmes qu'on veut lancer, de financer des lycées professionnels, par exemple, dans la francophonie, avec des bailleurs. Et voilà. On est en train de monter un institut de mobilité internationale pour permettre à des jeunes européens, enfin, de la francophonie ou africains, de venir finaliser leurs expertises artisanales notamment, dans un pays donné, et puis repartir. Là, par exemple, je donne un exemple concret. Dans ma circonscription, on a un jeune, on s'occupe d'un certain nombre de jeunes, notamment un jeune Guinéen, qui a fait sa formation en France, qui a terminé son CAP de boulangerie. Son projet maintenant, c'est de rentrer à Conakry. Eh bien, on l'accompagne pour rentrer à Conakry, créer sa boulangerie, employer des personnels et développer son activité. À l'inverse, j'ai dans ma circonscription un berger malien qui vient chaque année pendant 6 mois pour faire de l'élevage et du pâturage de moutons, pour apprendre à des jeunes Français comment on s'occupe de moutons dans des troupeaux de 20 en pleine ville, dans la place publique d'une ville. Donc voilà, c'est ça les échanges dans lesquels on peut faire concrètement. Très bien. Okay, Monsieur le Président, moi j'aimerais juste maintenant aller un peu en France. Je pense que vous êtes élu et membre du groupe parlementaire, le MoDem. Oui. On voit qu'actuellement, il y a beaucoup de remues en France et vous soutenez plus ou moins Macron. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'action de Macron quand on parle de la réforme des retraites et de l'utilisation de la 49.3 ? Bon, d'abord, je pense que dans un pays comme la France, qui est un des pays les plus endettés de l'Europe, il faut qu'on paye nos dettes. Donc ne pas travailler plus, ça veut dire que l'argent pour payer les retraites qu'on utilise, on l'emprunte sur les marchés. Donc on emprunte chaque année 30 milliards d'euros pour payer les retraites, parce qu'on ne travaille pas suffisamment en France. Et ces 30 milliards d'euros chaque année, multipliés chaque année 30 milliards, eh ben c'est les jeunes qui vont payer la dette. Moi j'ai des enfants, je n'ai pas envie que mes enfants ou les enfants français leur donnent en plus de la dette. Donc il faut travailler plus, ça c'est une évidence. Sur la façon dont c'est fait, je suis assez... On va dire, on pourrait, politiquement, c'est une formation politique, on aurait pu faire autrement, on aurait pu mieux faire les choses. Aujourd'hui, la façon de faire, de mettre les Français devant un peu le fait accompli, de ne pas débattre, de ne pas expliquer le bien fondé de la réforme, c'est une méthode qui n'est pas adaptée aujourd'hui à un climat solidaire et un climat de discussion. On aurait dû discuter beaucoup plus de cette réforme. La faire passer comme ça, je trouve que ça n'a pas été très habile. Et moi, je me suis opposé publiquement, enfin, en tout cas publiquement, je donne mon avis pour dire que c'est pas comme ça qu'il aurait fallu faire. Monsieur Bruno Fuchs, merci beaucoup. Je sais que vous avez un emploi du temps très très chargé, mais vous avez tenu à avoir un petit passage. Pas autant que le vote, je rassure. Vous êtes tenu à être avec nous sur ce plateau. Merci déjà. Merci beaucoup. Je propose le secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et donc vous êtes en Côte d'Ivoire à la faveur de la tenue de cette assemblée. Merci d'avoir été avec nous sur notre plateau. Tout à l'heure, il y a le JT. Juste après le journal télévisé, nous serons en compagnie de monsieur Adama Koulibaly. Il est directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk à la suite du journal télévisé en compagnie de vos chroniqueurs préférés et adorés, ceux que vous aimez, qui tous les soirs décryptent l'actualité. Je suis en compagnie de monsieur Lisée Boloubo ce soir sur le plateau, en compagnie de monsieur Daouda Koulibaly, Sa Majesté Daouda Koulibaly. Il y a Sarah qui est avec nous depuis, enfin on va dire quoi, c'est vraiment son baptême de feu ce soir. Ça se bien Sarah? Très bien. Et Madame Bleu, Edith Brou. Nous a rejoint sur le plateau du Grand Talk monsieur Adama Koulibaly, vous êtes directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde. Bonsoir monsieur le directeur. Bonsoir monsieur. Comment on peut présenter à nos téléspectateurs, faire un peu de pédagogie à toujours cette séquence-là à notre rendez-vous, le Conseil du coton et de l'anacarde, ses missions, ses objectifs, on en parle un tout petit peu?
Merci d'abord de donner l'occasion et l'opportunité de parler donc du Conseil du coton de l'Anacar. Je crois que c'est la première fois que cet honneur est fait à ma structure, à mon institution. Et je vous en suis reconnaissant. Et merci également d'avoir accepté notre invitation. Alors, le Conseil du coton de l'Anacar, c'est l'organe de régulation, de développement et de suivi des filières coton et anacar. En d'autres termes, toute la politique j'allais dire managériale, en termes donc de recherche d'innovation au niveau végétal, en termes de commercialisation, en termes de transformation, en termes de conseil au gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire, tout ça rentre donc dans les missions du Conseil du coton de l'Anacar. Le conseil existe depuis combien de temps, monsieur le directeur? Depuis la loi donc, de 2013, suite à la réforme initiée par le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, cette réforme donc, a stabilisé le Conseil du coton de l'Anacar à travers une loi. Je vous épargne donc le numéro de la loi. Et donc, c'est ça qui crée officiellement, donc cette loi qui crée officiellement le Conseil du coton de l'Anacar. On sait que depuis la prise, je vais dire que depuis la mise sur pied du Conseil de l'Anacad, on a enregistré de très bons résultats, en tout cas au niveau de la production de l'Anacad. Notamment aujourd'hui, nous sommes premier pays producteur. Merci. Nous sommes même montés un peu en termes de transformation. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que la Côte d'Ivoire a un véritable projet pour le secteur et quelles sont vos ambitions d'ici les prochaines années dans le secteur? Et non seulement la Côte d'Ivoire a un projet, mais la Côte d'Ivoire a une vision pour cette filière. La vision, c'est d'abord faire de telle sorte que tous les acteurs de la filière vivent mieux de leur travail. Et cela part donc d'un travail sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'Anacar. La chaîne de valeur part depuis le producteur, j'allais même dire part depuis la recherche scientifique, la recherche variétale, la recherche agronomique. Et donc nous avons un partenariat très fort avec le Centre national de recherche agronomique qui a donc mis au pied, qui a après des recherches et après donc une sélection variétale basée donc sur le phénotype. Nous a proposé 3 variétés aux producteurs qui sont diffusées aujourd'hui grâce donc à des pépiniéristes que nous avons formés, équipés et installés et qui produisent de la matière végétale améliorée qui permet donc d'adresser les questions donc, de rendement au champ. Le deuxième niveau, après la recherche, c'est au niveau du producteur. Le producteur aujourd'hui ne doit plus se contenter d'aller cueillir ces noix. Nous avons donc contracté avec l'ANADER, qui est l'Agence nationale d'appui au développement rural, un contrat. Et on a contracté un contrat, c'est une tautologie, acceptez-la. Et donc, nous avons aujourd'hui 274 conseillers agricoles dédiés à l'encadrement des cageoculteurs. Ce sont des agents ANADER, mais qui sont pris en charge totalement par le Conseil du coton de l'Anacar, de façon à ce qu'il encadre spécifiquement les producteurs d'anacarde. Et nous avons, après donc, la production, tous les thèmes liés donc, à la productivité et aux bonnes pratiques, j'allais dire, agricoles et post-récolte. Nous arrivons au niveau de la transformation. Et donc, au niveau de la transformation, nous avons aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes arrivés à un taux de transformation de 21%, contre 6 à 7% il y a 5 ans en arrière. On pourra donc dérouler davantage cette question de la transformation parce que c'est ça qui est le véritable défi de la filière. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un petit pays en termes de superficie, mais c'est une véritable puissance agricole. Et cela, grâce donc au leadership du président Félix Houphouët-Boigny, sa vision qui a été prolongée par son fils, le président Alassane Ouattara, qui aujourd'hui travaille dans les sillons tracés par Félix Houphouët-Boigny et qui fait que les résultats au niveau agriculture se consolident d'année en année et dans toutes les filières. Vous pouvez citer le cacao, on a renforcé notre position. Vous
Pour citer la cola, nous sommes premier producteur mondial. L'anacarde, je pense qu'il y a quelques années, vous pouvez être d'accord avec moi qu'on en a beaucoup parlé de cette filière, mais aujourd'hui, nous sommes premier producteur mondial et avec plus d'1 million de tonnes. Alors, je rappelle que dans les années 2013-2014, nous étions seulement à 450 000 tonnes. Donc, nous sommes aujourd'hui à 1 million de tonnes, plus d'1 million de tonnes, 1 million 028 000 tonnes que nous avons enregistrées dans nos bases de données donc, en 2022. Et il reste donc le défi, le véritable défi, c'est vraiment la transformation. Parce qu'en termes de production, la Côte d'Ivoire a démontré qu'elle sait produire toutes les spéculations. J'ai parlé de café, de cacao, j'ai parlé de la cola, je vais parler de coton, je vais parler de l'EVA, je vais parler de palmier à huile. Et dans toutes ces filières, les performances sont extraordinaires pour un petit pays en termes de superficie comme la Côte d'Ivoire. Très bien. Monsieur le directeur général, avec votre permission, nous allons aborder également ce point de cet événement assez intéressant et important que vous organisez. C'est le Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'anacarde, le CIETA, qui fait son grand retour du 6 au 8 avril prochain au Palais de la Culture de Treichville. Grand retour, hein, donc j'imagine attendu par de nombreuses personnes. Alors, quelles sont les innovations pour cette édition ? Il faut d'abord dire que j'ai parlé tout à l'heure du vrai défi de la filière qui est la transformation. Et le CIETA est un des outils que nous avons mis en place avec le soutien donc, du gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est un outil pour donc, rapprocher les technologies de la transformation des investisseurs potentiels. Vous savez, pour transformer, on a besoin de machines. Et les machines ne sont pas fabriquées chez nous pour le moment. Donc il faut aller chercher cette technologie ailleurs, notamment donc, dans les pays qui sont très avancés dans la transformation de l'anacarde, où c'est devenu une tradition. Nous pouvons citer l'Inde, nous pouvons citer le Vietnam. Et donc, les technologies sont dans ces pays. Mais pour un Ivoirien qui veut investir dans la transformation, comment il fait pour acquérir les technologies, et surtout les dernières technologies? Eh bien, le CIETA a pour vocation donc, de rapprocher ces investisseurs donc, des fabricants et des équipementiers. Et c'est pourquoi c'est donc un outil hautement important pour nous et c'est pour ça que nous avons décrété son retour après donc, l'édition de 2018. Nous avons eu une interruption à cause donc, du Covid-19 et donc nous faisons ce grand retour pour donner un coup d'accélérateur donc, au processus de transformation. Et pour ce grand retour, combien de personnes vous attendez? Parce qu'il y a eu un temps, il y aura combien de visiteurs, combien d'exposants? Et est-ce qu'il y a des pays invités qui sont attendus à cette 4e édition? Je peux vous dire que c'est un grand événement. C'est un grand événement parce que c'est le seul au monde. C'est le seul salon spécialisé dans le monde où vous n'en trouverez pas un autre ailleurs. Dans le monde du cajou, il y a 4 événements essentiels, principaux. Il y a la Convention mondiale du cajou qui se tient donc de façon tournante et qui s'est déjà tenue 2 fois à Abidjan. Il y a le Golden Rendez-vous, Cashew Golden Rendez-vous qui se tient au Vietnam, organisé donc par l'association vietnamienne du cajou. Vous avez l'Alliance Cajou africain qui organise chaque année son activité annuelle. Et vous avez le CIETA qui est organisé tous les 2 ans en alternance avec le Sahara. Alors, combien de personnes vont venir? Nous ferons le bilan à la fin donc, du CIETA. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire qu'en termes de mobilisation des équipementiers, nous allons battre un record. Nous allons battre un record. La première édition, nous avions enregistré 8 équipementiers qui sont venus. La 2e édition. La 3e édition, nous en avons enregistré une dizaine. Cette fois-ci, nous avons plus de 20 équipementiers. Et je ne vous dis pas la grande surprise que vous aurez à ce CIETA. Quand vous allez venir, vous allez avoir une grande surprise. Très bien. Alors, Monsieur le directeur général, vous avez évoqué le défi des équipements pour la filière, donc anacarde, et également le défi de la transformation locale. C'est ça. Revenant sur le défi de l'équipement, est-ce que pour tout ce qui est transformation locale, vous faites également appel, vous essayez de vous tourner également au niveau de la filière auprès d'inventeurs locaux? Parce qu'on parle d'équipementiers, c'est vrai qu'ils viennent de l'extérieur,
qui viennent de pays comme de L'Inde. continents comme l'Asie. Ouais. Mais est-ce que dans cette stratégie de recherche et développement, vous essayez de vous tourner également vers des inventeurs locaux, et on sait qu'il y en a qui arrivent à faire quand même des machines pour essayer de faire la transformation locale? Et bien sûr, quand je vous ai dit que nous avons une vision, la Côte d'Ivoire a une vision, c'est tout ça. Il s'agit pour nous donc de créer de façon globale un environnement à la transformation. Cet environnement part donc de la formation des ressources humaines, et c'est pour ça que nous avons créé donc le Centre d'innovation de technologie de l'Anakara Yamoussoukro, qui est une usine école. J'espère qu'un jour vous allez faire un tour là-bas avec vos caméras Un plaisir. pour nous permettre donc d'être mieux connus à travers le pays et à travers le monde. Et ce centre est un centre d'excellence qui a pour vocation donc de former les ressources humaines compétentes. Vous savez, la transformation de la noix de cajou est un métier nouveau pour les Ivoiriens. Et tout métier s'apprend. Et donc, il faut donner les moyens, j'allais dire, créer l'environnement pour qu'il y ait des ressources humaines compétentes qui ne soient pas seulement formées par les investisseurs, parce que ça a un coût. La formation relève donc du devoir régalien de l'État. Et nous, en tant que démembrement de l'État, pour tout ce qui concerne la noix de cajou, nous devons avoir des actions fortes. Et donc, c'est le sens de la construction du CITA Yamoussoukro. Et ce centre accompagne tous les investisseurs aujourd'hui qui lui font appel, mais vraiment, il fait du coaching, il forme les managers, il forme les ouvriers, il forme tout ce qui peut donc intervenir sur la transformation. Au-delà de cette formation, vous avez parlé donc des équipementiers, bien sûr. Vous savez, nous avons dans notre vision, la transformation que nous envisageons ne peut pas se contenter, ne peut pas se faire de façon pérenne avec des équipements exogènes. C'est extrêmement important. Ce sont des notions extrêmement importantes. Vous savez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez une usine. Quand une pièce se gâte, vous êtes obligé de la commander à l'extérieur. Et la commander à l'extérieur, ça veut dire votre usine est à l'arrêt et que vous devez donc attendre que cette pièce arrive. Ce n'est pas viable sur le long terme. Et donc, nous avons, à partir du CITA 2018, vu qu'il y avait des embryons d'équipementiers, nous avons structuré ce milieu. Nous l'avons véritablement structuré. Et aujourd'hui, ils ont formé une association qu'ils appellent la plateforme des équipementiers de Côte d'Ivoire. C'est la Petrapassi. Et quand j'ai parlé tout à l'heure d'une grande surprise que vous verrez au CITA, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai dévoilé la surprise. Vous avez dévoilé la surprise, vous m'avez amené à dévoiler la surprise. Nous pensons que nous allons démontrer, grâce à ce CITA, que la Côte d'Ivoire est en marche aussi dans le domaine de la fabrication, de la production des équipements pour accompagner. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle parce que c'est un élément qui va aussi inciter le grand public à venir découvrir tout ce qui a été créé par ces inventeurs et qui forment ce pool de cette association en tout cas qui a ces équipements-là. Sarah, je vous entends sur la question. Oui, non, mais je suis très heureuse qu'on vous reçoive ce soir parce que voilà, vous êtes quand même un acteur très important de la filière. La filière de l'anacarde, après celle du cacao, c'est celle qui crée aussi le plus de richesses. J'ai souvent entendu que la contribution autour du PIB pour le pays, c'était autour de 8%. C'est très important. Heureuse d'entendre que l'objectif, c'est quand même aussi d'augmenter le niveau de transformation parce que c'est aussi ce dont on a besoin. On est le premier producteur mondial en Côte d'Ivoire. On est déjà à 20 selon vos estimations de transformation. J'espère que l'ambition est d'aller au-delà même des 50%, au moins minimum à 50%. Moi, j'aimerais juste en fait revenir un petit peu peut-être sur la question les challenges. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui encore peut-être le secteur d'augmenter en fait cette part de transformation? J'entends, il y a les problèmes d'équipement, etc. Il y a peut-être aussi les problèmes de financement, comme dans tous les secteurs. Mais j'aimerais savoir du coup quel est votre ressenti par rapport à l'appui peut-être au niveau du gouvernement dans votre démarche de faire en sorte que les transformateurs aient tous les outils pour augmenter leur part de transformation, parce que je pense que les challenges sont nombreux, mais peut-être selon vous, quels sont les plus importants aujourd'hui et qu'est-ce que vous aurez peut-être besoin, quels sont les moyens dont vous aimeriez peut-être disposer pour atteindre ces objectifs de transformation en fait?
Écoutez, quand on prend donc, sur le moyen de la transformation, il y a beaucoup de goulot d'étranglement. Voyez-vous, il y a déjà les questions foncières qui ne sont pas toujours faciles à régler. Quand vous venez donc, je dis n'importe quoi, quand vous venez de l'Inde et que vous voulez implanter une usine, il va falloir aller négocier avec les populations d'un village, parce que notre volonté, c'est que la transformation se déroule sur le terrain, dans les zones de production. Donc mieux les usines vont se décentraliser et mieux ce sera donc pour nous. Alors, il y a déjà ce problème. Nous avons commencé à adresser ce problème en aménageant des zones industrielles dédiées à la transformation de la noix de cajou. La zone de Bondougou est presque prête. La zone de Koro, elle est parfaite, elle est prête. Donc, à Bondougou, on peut accueillir 4 unités de transformation. À Koro, il y a 7 unités de transformation qui peuvent être accueillies sur ce site-là. Alors, quand je dis aménager, c'est vraiment tout. Le terrassement est fait, les voies sont bitumées, dans un château d'eau dédié à la zone industrielle, une station d'épuration des eaux usées. Et c'est vraiment, j'allais dire, une zone industrielle 5 étoiles. Vous arrivez avec vos hangars, vous les implantez, vous mettez vos machines, vous pouvez commencer à travailler dans les 4 à 6 mois maximum qui suivent. Vous n'avez pas besoin d'aller faire d'autres formalités telles que négocier un terrain, aménager, faire le branchement à l'électricité, amener l'eau, etc., etc. Ce sont des choses qui sont réalisées sur ces zones-là. Alors ça, c'est pour donner un coup d'accélérateur à ta transformation. La deuxième chose, c'est la disponibilité de la technologie. Et aujourd'hui, grâce au CIETA et grâce à toutes les actions que nous sommes en train de mener, avec donc, la Petrapassi, qui est la plateforme, j'insiste dessus, la plateforme des équipementiers locaux, je pense que nous sommes en voie de solutionner ce problème de technologie. L'autre chose qui est extrêmement importante, j'ai parlé des ressources humaines. Vous savez, vous avez beau avoir la meilleure usine, vous avez beau avoir des financements, si vous n'avez pas les hommes pour accompagner, vous allez à l'échec. Donc la formation à ce niveau, donc là également, non seulement il y a le CITA, qui est le Centre d'innovation des technologies Yamoussoukro, mais nous avons compétit au Millennium Challenge et nous avons remporté donc, un projet qui va nous construire un centre technique vraiment digne de son nom, avec donc toutes les normes, avec internat et tout ce qu'il faut. Où s'il vous plaît? À Yamoussoukro, sur 4 hectares. Et donc, c'est sur l'espace du site à Yamoussoukro. Okay, et donc, vous voyez, donc, tous ces j'allais dire... Avec un objectif aussi d'augmenter la part des femmes, pour voir plus de femmes ingénieurs. Mais vous savez, dans la transformation, les femmes, déjà, elles représentent 70%. De la voilà, workforce, donc c'est bon, on a les chiffres qui voilà. très intéressants. Je parle des chiffres ici, actuellement. Oui. Voilà, des chiffres actualisés. Nous avons 70% de femmes qui travaillent dans les usines. Monsieur le directeur général, le prochain CIETA, pardon, ça va. Non, le prochain CIETA se déroule donc du 6 au 8 avril prochain au Palais de la Culture sur le thème contribution, le thème central, contribution de l'industrie du cajou à la résilience des pays africains face aux défis économiques mondiaux. Organisation pratique, on est à quelques jours du CIETA, est-ce qu'on est fin prêt? À quoi est-ce qu'on devra s'attendre? Je vois déjà des stands, il y a la surprise malheureusement. La surprise qui a été dévoilée. Donc ça nous donne à moitié, dévoilé à moitié, parce qu'on a qui nous donne encore plus envie. Mais c'est ça qui nous donne encore plus envie d'y aller. Voilà. C'est impressionnant, hein. On a pu avoir les images d'autres CIETA, mais je crois que déjà, avec l'expérience, ça va se bonifier. On sera tous du côté du Palais de la Culture du 6 au 8 avril prochain. Organisation pratique, on est fin prêt? Ben, vous savez, on n'est jamais totalement prêt. Hein. Ça, il faut être très honnête. Nous avons prévu une quarantaine de stands, mais on est débordé aujourd'hui. Ben voilà. On a plus d'une cinquantaine de demandes et on s'arrache les cheveux pour voir comment on va positionner ceux qui se sont signalés un peu tard. C'est ça. Mais notre volonté, bien sûr, c'est que tout le monde soit là. Quand on dit tout le monde, monsieur le directeur, le public aussi est invité? Bien sûr, le public est invité. On fait le CIETA pour le public. En très grande précision. C'est le public qui va déterminer si le CIETA a été un succès ou pas. Ouais. Si nous avons 20 équipementiers qui viennent du Vietnam, de l'Inde, de Sri Lanka, etc., même d'Italie, qui viennent exposer les machines, que personne ne vient les voir, nous ne pourrons pas à la fin dire qu'on a fait un bon CIETA, même si toutes les machines étaient là.
Donc, alors, il faut dire que combiné au CETA, il y a beaucoup d'événements, de side events. Demain déjà, il y a le lancement il y a la réunion du Conseil des ministres du Conseil international consultatif du cajou. Ok. Cette réunion va avoir lieu le jeudi après-midi, après le lancement du CETA. Mais demain, les experts viennent plancher, les experts des pays membres, il y en a 11 qui ont adhéré à cette organisation. Les experts vont donc plancher demain toute la journée. En fin de journée, il y a le lancement d'un projet financé par l'Union européenne au Numotel. Donc, c'est un grand événement également avec, j'allais dire, près de 200 à 250 invités. Ce projet sera donc lancé demain soir, à partir de 18h. Et j'ai parlé donc du Conseil des ministres. C'est également un événement important. Il y a 11 pays qui sont membres. Les 11 pays arrivent avec des délégations ministérielles. Nous avons le président de cette organisation qui est dirigé aujourd'hui par le ministre camerounais de l'Agriculture et du Développement rural, qui est déjà arrivé. Et l'une des raisons qui fait que je n'ai pas pu me libérer à temps, c'est que je dois faire exactement, donc je dois remplir le protocole. Et donc, vous voyez, il y a beaucoup d'événements à l'intérieur du CETA. Il va y avoir donc des panels, des B2B. Vous savez, c'est vraiment l'économie du cajou qui se retrouve pendant donc, ces 3 jours avec tout ce que vous voulez, services de vulgarisation, services d'encadrement, services de promotion, banque, recherche, équipement, tous ceux qui s'intéressent donc au CETA. Monsieur le directeur général, et c'est gratuit, c'est au niveau du Palais de la Culture. En tout cas, on l'a su, c'est un événement majeur et on tenait à le partager avec l'ensemble de nos téléspectateurs ce soir sur notre plateau. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Vous êtes directeur général du Conseil du coton d'Yanakad. Monsieur Adama Coulibaly, merci d'avoir été sur notre plateau. On l'a su, avec un emploi du temps, un agenda assez chargé, mais vous avez tenu à être présent personnellement sur notre plateau. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci Alizé, merci Edith, merci Sarah. Merci Daouda. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme. On vous retrouve demain sur ce même plateau pour un autre numéro du Grand Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.